Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Parole d'expert du mois de novembre, toujours depuis mon salon. Ça n'a pas bougé. Je suis ravi aujourd'hui de parler avec vous de coaching avec Philippe, voilà, Philippe Boyer, que certains ont déjà vu suite à mon post LinkedIn ou peut-être que vous connaissez. Il y a peut-être des connaissances à Philippe aussi aujourd'hui dans le live. On va parler de coaching et en fait, pourquoi aujourd'hui j'ai fait appel à Philippe pour parler de ce sujet? Tout simplement parce que, on a eu une aventure ensemble depuis 1 an, professionnelle, j'entends mais ça a été une espèce de coup de foudre professionnel avec Philippe. On a été mis en relation pour bosser sur une mission, sur un sujet, feedback par, Stéphane Mouriou, un ami commun et en fait, à la fin de la mission, Philippe m'a dit: «Mais tu sais Raphaël, j'ai adoré qu'on bosse ensemble, c'était génial et tout. J'ai quelques idées pour Fasterclass. Est-ce que tu m'autorises à te les partager?» Donc je trouvais ça hyper généreux, je dis: «Mais bien sûr, parlons-en Philippe» et puis, en fait, il m'a parlé de pas mal d'idées, dont une, où il m'a parlé de coaching et là, je me suis rendu compte que Philippe était une bible pour moi du coaching, qu'il a eu beaucoup d'expérience, qu'il avait plein de choses à partager sur le sujet. À tel point que son idée qu'il nous a fournie sur le coaching, on a lancé un projet et en fait aujourd'hui je suis hyper fier du boulot qui a été, accompli par Philippe, Emeline aussi son associé et moi mes associés avec, Souad, Amaury et Thibaut qui ont fait un boulot de dingue, qui depuis 1 an nous ont permis de créer une nouvelle offre de Faster Coaching dont on pourra, vous parler un petit peu pendant le webinaire. Mais en fait, ce sujet du coaching, pendant 1 an, en fait, j'ai découvert plein de d'apprentissage, en fait, sur le coaching, de comment ça marche, des angles morts, des risques, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu inviter Philippe pour vous en parler et qui nous partage, tout ce que en fait, tout ce que nous on a appris grâce à lui. Hem et il a un profil assez particulier, Philippe. Après, je te laisse un peu la parole pour que tu puisses compléter, sur ce que je veux dire. Mais ton profil qui est assez incroyable, c'est que tu as été DRH pendant et que tu as été dans Decomex pendant 20-25 ans en tant que prescripteur. Et Ouais. ensuite, tu es devenu coach, tu t'es certifié coach et maintenant tu es passé de l'autre côté de la barrière et tu aides notamment des DRH, mais aussi des managers, des collaborateurs, des dirigeants en les coachant. D'ailleurs, comment ça s'est passé un peu cette transition? Si tu peux en une phrase nous est-ce que tu as des trucs un peu à nous Oui, raconter? oui, oui. Alors bonjour à tous. Je suis très, très content d'être dans ce webinaire animé par Raphaël. La transition, pour être très, très, très transparent avec toi, je pensais qu'avec mon bagage de HR, je pensais que ça allait être, en fait, devenir coach, c'était assez facile. Alors, je ne le disais pas trop aux gens, mais intérieurement, je me disais, j'ai tellement d'expérience de connecter avec les gens, d'échanger avec eux, d'accompagner des gens, des managers, etc. Coaching, c'est quelque chose sur lequel je vais être, d'abord, j'ai très envie et je pense que ça va être relativement facile. Et j'ai commencé le parcours, j'ai suivi donc une certification dans une très, très, très belle, dans un très bel organisme de formation qui s'appelle À Côté, toute petite boutique de certification de coach avec des coachs formidables. Et j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que devenir coach, ça ne s'inventait pas, que c'était un métier, qu'il fallait apprendre ce métier. Et en fait, c'était pas si facile que ça parce que j'ai dû d'abord désapprendre énormément avant de pouvoir commencer à envisager un jour de devenir coach. Et alors, comment on le disait chez À Côté, écoutez, déjà, contentez-vous de, quand vous allez démarrer en tant que coach, contentez-vous de ne pas être un mauvais coach. Et puis un jour, peut-être, vous deviendrez un coach correct. Et puis un jour, encore peut-être, un très bon coach. Et c'est le chemin que j'essaye de suivre. Mais la transition était beaucoup plus difficile que je ne pensais. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, et ça, je le savais déjà, c'est que la réalité économique, pour la plupart des coachs, c'est une réalité économique qui n'est pas évidente. Vivre du coaching du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et donc la plupart d'entre nous, moi je le fais aussi par intérêt pour les autres sujets,
je fais du coaching, mais je fais aussi du training sur des soft skills. Voilà, donc c'est le deuxième point que je voulais dire, c'est vivre du coaching. Au début, pour plein de gens, c'est pas si évident que ça. Voilà. OK. Et après, il y a aussi le côté RH, où là, de savoir, quand tu dois sélectionner des coachs et de savoir un peu, comment ça se passe et cetera. J'imagine que là aussi, tu peux avoir, ça peut être ne pas si simple que ça. Je sais pas ce que quand tu étais Oui, prescripteur. quand tu es de l'autre côté de la barrière, en tant que prescripteur, hein, si c'est ça ta question, Ouais, c'est ça. quand tu es prescripteur, effectivement, tu peux être, quand tu es dans des organisations un peu d'une certaine taille et qui croient dans le coaching, ce qui est formidable, ce qui est une bonne chose, et je le dis et je le redis, je suis un grand croyant dans le pouvoir et la force transformationnelle du coaching, que ce soit pour des personnes, que ce soit pour des particuliers déjà, pour que ce soit pour des collaborateurs dans les entreprises, aussi pour des équipes. Le coaching a un pouvoir transformationnel incroyable. Et donc, quand on est dans une grande organisation qui a la chance de pratiquer le coaching, on doit d'abord recevoir des demandes de coaching, dont certaines sont étonnantes, certaines sont plus mainstream, on va peut-être en parler. Et puis ensuite, on doit faire le tri, on doit essayer de, passez-moi l'expression, on doit essayer de sélectionner les coachs qui vont être le plus appropriés pour le coaching qui se profile. Et donc, avec mes équipes, au fil du temps, on avait même fini dans une des entreprises dans lesquelles j'avais été, quand j'étais patron du learning, dans un des groupes dans lequel j'ai été. On avait même mis, C'était lequel? C'était lequel? quand j'étais chez BIC, j'étais OK. patron pendant quelques années du learning chez BIC, qui est une Ouais. entreprise qui investit énormément dans le développement des collaborateurs et notamment dans le coaching. Et on avait développé une espèce d'outil matrice pour nous qui était pour nous de positionner les types de coaching et les offres de coaching qu'on recevait. Et donc, on avait des coachs qu'on avait estimés étant très, très focalisés sur le process, ce qui se passe dans le coaching lui-même et les outils. Et puis, on avait des coachs qui étaient de l'autre côté du spectre, qui étaient très focalisés sur l'humain, sur l'empathie, sur l'écoute, sur la posture de coach. Et donc, ça, c'était un des axes qu'on avait listé. Et puis l'autre axe qu'on avait essayé de lister, c'était la seniorité des demandes. Et puis, est-ce qu'il fallait mettre des coachs plus ou moins seniors en face des gens seniors? C'est une question que je me pose encore. D'ailleurs, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir la même réponse qu'il y a quelques années. Et voilà, donc on essayait de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on pouvait offrir de pertinent aux demandes de coaching. Et on en a eu dans tous les sens. On a eu des demandes saugrenues, on avait des choses beaucoup plus stimulantes et intéressantes et pertinentes et adaptées au coaching. Tu as des exemples comme ça de demandes, plus saugrenues ou plus pertinentes? Oui, j'ai un tel, ça va pas très bien. Notre intention, c'est de le virer. Et on va lui donner une dernière chance, on va lui payer un coaching. Donc, c'est un peu OK. les coachings de la dernière chance qui sont un peu des aberrations, quoi, hein, qu'il faut surtout pas, de mon point de vue en tout cas, auquel il ne faut pas donner suite. Il y a des demandes ensuite qui sont sur des points qui sont vraiment des points, pas de détails, mais qui sont des sujets très pointus. Et puis parfois, on a des demandes de coaching qui sont là parfois pour pallier les carences de management. C'est-à-dire que oui, on a un tel, il a un énorme problème de communication avec les autres. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le coacher? Ok, donc on commence à creuser, mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez essayé? Quel feedback vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez déjà tenté, etc. Et dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, on se rend compte que la demande, et depuis que je suis passé coach, c'est la même chose, on se demande si le coach n'est pas là, le coaching n'est pas là pour résoudre un problème managérial ou une carence de management. Et c'est évidemment les coachings qui sont un peu plus problématiques, voire même des coachings qu'il ne faut pas accepter si on a cette possibilité-là. Donc ça, c'est des demandes un peu saugrenues des deux côtés de la barrière. OK. Et quand tu étais, en tant que prescripteur, est-ce que très vite tu peux nous rappeler, l'expérience que tu as eue, et les boîtes par lesquelles tu es passé? Comme ça les gens savent aussi à qui ils s'adressent, enfin qui s'adressent à eux plutôt. Et tu vois, les boîtes par lesquelles moi je suis passé, Ouais, ouais. j'ai travaillé pour plutôt des grandes entreprises. J'ai travaillé essentiellement j'ai commencé par travailler chez Total quelques années, en France et à l'étranger. Ensuite, j'ai travaillé quelques années pour Coca-Cola. Et après, j'ai intégré BIC, où j'ai passé un peu plus de temps. J'ai passé une petite dizaine d'années chez BIC. Et dans ce parcours,
En fait, moi, au début, j'étais parti pour être un généraliste de la fonction RH. Pour moi, c'était la seule fonction noble dans les ressources humaines, c'était des fonctions de généraliste. Et puis, un jour, on m'a proposé, quand j'étais GBIC, on m'a dit, pour ton développement, ça serait bien on te propose de prendre en charge le learning au niveau mondial. Et pour être très franc, quand on m'a proposé ça, je ne trouvais pas que c'était une super nouvelle, quoi. Je n'étais pas enthousiaste. Et quelle erreur, quelle erreur. Finalement, j'ai accepté le poste, j'ai pris le poste, et ça a été une énorme claque. Et ça a été ce qui m'a donné envie aujourd'hui d'être où je suis et d'être dans la transmission, la formation, le coaching. Donc voilà, donc BIC a compté aussi beaucoup. Et puis j'ai passé une petite dizaine d'années aussi chez Hermès, qui est une magnifique entreprise, magnifique groupe avec des valeurs extrêmement fortes, des valeurs très, très portées sur l'humain et sur le respect, sur la bienveillance. J'ai adoré ce groupe. Voilà, donc j'ai travaillé là. Puis plus récemment, j'ai travaillé pour le numéro 2 mondial du café. Et pour être parfaitement transparent, donc j'étais DRH du groupe là. Et c'est une expérience que j'ai beaucoup moins aimée. Alors, c'est le moment de ma carrière où j'ai été le plus payé et où j'ai été le plus malheureux. Ok, très clair. Voilà. Ça m'a fait pas mal réfléchir à pas mal de choses. Mes priorités dans la vie, ce que j'avais envie de faire, voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai envie aussi de transmettre ce que j'ai appris pendant une trentaine d'années. Et puis rendre un peu la chance que j'ai eue. J'ai croisé sur mon parcours des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui m'ont donné des chances, qui m'ont créé des opportunités que j'ai peut-être pu saisir parfois, et notamment dans la partie learning. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un des plus beaux jobs du monde, à la fois faire du coaching, faire du training, de soft skills pour des clients assez passionnants, et puis aussi faire du développement de contenu, par exemple avec toi et l'équipe, Raphaël, c'est vraiment un énorme plaisir de faire ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, Merci. beaucoup de chance. Plaisir partagé. Sarah et Olivia, j'ai vu vos questions dans le chat, on va les traiter. Olivia, il y a une question, on va parler de ça pendant un petit moment, donc si ce n'est pas traité, on reviendra là-dessus, tu nous diras. Et sinon, j'ai une première question de Sarah, c'est est-ce que tu as une approche particulière en coaching? Donc, je vais juste là, mettre la question comme ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles dans le coaching. Moi, je pourrais dire que je me réclame de l'école plus humaniste. Je crois qu'il y a en ligne des coachs beaucoup plus capés et certifiés que moi, qui pourraient mieux répondre aux différentes approches qui existent en matière de coaching. Mais on va dire, pour faire extrêmement simple, l'approche humaniste consistant à dire le coaché a en soi les ressources pour se développer et pour trouver la solution à un certain nombre de défis qui se présentent à lui ou à elle. Et donc, la posture de coach et l'approche, c'est déjà de créer évidemment un climat de confiance, c'est d'écouter. Et quand on dit écouter, c'est écouter de manière active quelles sont les problématiques qui se présentent à la personne, et ensuite d'éplucher ça comme un oignon et d'essayer d'aller au cœur de la demande et ce qu'il y a derrière la demande. Alors, je ne sais pas, on va peut-être parler plus tard du process d'un coaching normal et les demandes, les besoins, la tripartite, comment on démarre ça, etc. Mais pour répondre plus à la question, l'approche que j'essaye d'avoir, c'est cette approche de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière la demande initiale et de commencer à creuser avec la personne tout en la mettant en confiance, en allant au début à son rythme et ensuite lui faire sentir qu'elle a un potentiel incroyable et elle a en elle les ressources pour arriver là où elle veut arriver, en fait, et pour se développer. Et donc, nous ne sommes que des facilitateurs. Je ne suis qu'un facilitateur, comme la plupart des coachs. Et je salue ceux qui sont connectés, confraternellement. Et donc, c'est ça, c'est trouver dans la personne l'énergie qui existe, les ressources qui existent, et lui faire sentir que ce potentiel est là, et elle peut aller puiser dans ces ressources incroyables à certaines conditions, et notamment les conditions, c'est d'avoir traité un certain nombre de sujets comme quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances aidantes, mes croyances limitantes, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait que je réagis comme je réagis aujourd'hui dans certaines situations, c'est dû à quoi, etc. etc. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc, le coaching, c'est une école d'humilité, c'est une école où on n'est pas là pour briller, on est là pour faire en sorte d'aider l'autre à devenir brillant et à s'élever
Et parce qu'on a tous en soi le potentiel, la possibilité de faire ça. C'est ça qui est magique dans le coaching, c'est ça qui est magique dans le développement. C'est ça là. Quand on arrive à donner un coup de pouce à quelqu'un et à faire en sorte que cette personne trouve en elle les ressources pour aller là où elle souhaite aller, ou pour résoudre parfois des problèmes qui lui posent problème ou qui la tirent vers le bas ou qui la rend moins heureuse. C'est beau de te voir en parler avec autant de passion. J'aime beaucoup. L'image du Euh, passeur. Oui, il y a Morgane qui dit l'image du passeur. C'est ça, ouais. on est des passeurs, on est des facilitateurs, on est des passeurs. Et alors très loin du coach, je vais vous sauver. Un peu les coachs gourous, quoi. Les coachs. Je pense qu'il est difficile d'être coach quand on a un ego un peu inflaté, quoi. Ouais. Alors moi, il y a une chose que j'ai dû désapprendre. Moi, j'ai une tendance naturelle chez moi, c'était j'ai très envie de sauver les gens, quoi. Et y compris les gens qui ne m'avaient pas demandé de les sauver, quoi. Ce qui peut être très problématique quand on est coach, quoi. Donc c'est quelque chose, il faut faire extrêmement attention à ça. Humilité et gourou ne font pas bon ménage, complètement. Ouais. Complètement. Donc, quand j'étais prescripteur, par exemple, on croisait de temps en temps des coachs un peu gourous et qui sont des coachs qui sont un peu là pour alors peut-être briller et je vais vous régler ce problème rapidement. C'était un peu ça. Alors les coachs gourous, ça marche peut-être pour certains types, pour certains dirigeants, peut-être ça, je sais pas. J'ai mes hypothèses, ça flatte peut-être leur ego, mais voilà. Donc le coach gourou, bon voilà, faut essayer de s'en éloigner. Et puis nous, en tant que professionnels du coaching, vraiment essayer de ne pas tomber dans ce travers-là. Il y a quelqu'un Marine qui dit qu'elle a une tendance de sauveur et que je me soigne. Alors moi, je me suis soigné un peu et je crois que ça va mieux aujourd'hui. Et voilà. Et on n'est pas là pour sauver les gens. On peut pas. On n'est surtout pas là pour sauver les gens qui ne le demandent pas d'abord. Et il faut attendre d'identifier avec le coaché les sujets sur lesquels la personne souhaite progresser. Alors parfois dans les coachings, on a des surprises parce que entre les objectifs de départ qui ont été définis avec le prescripteur, avec les fameuses réunions tripartites, on a des réunions qui sont parfois très formelles, très, très chouettes, voilà, on se réunit à 3. Parfois, c'est même des quadripartites parce qu'il y a le manager, les ressources humaines, le collaborateur et le coach. Ça fait beaucoup de monde. En général, c'est des tripartites. Et le prescripteur qui est prêt à mettre autant d'argent sur la table pour coacher quelqu'un, c'est un investissement pour une personne qui est quand même significatif. Eh bien, le prescripteur, il en a envie d'avoir un peu pour son argent. Donc, il va quand même dire, voilà pourquoi on a pensé à un coaching pour telle personne. Et donc, on essaye de concilier ce que le coaché devrait faire d'après son prescripteur. Et quand on commence le coaching, parfois on tombe sur des choses qui nous éloignent des objectifs initiaux qui ont été établis lors de la tripartite. Trop bien. Tu as commencé à parler de tripartite, tu as évoqué c'est quoi un coaching type et tout ça. Toi, quand tu étais prescripteur, qu'est-ce que tu attendais? C'était quoi, dans les entreprises où tu es passé, le déroulé d'un coaching type comme ça en quelques minutes pour que ce soit clair pour tout le monde? Oui. Alors, le déroulé d'un coaching type, il y a d'abord, une fois qu'on a identifié, on a reçu une demande de coaching, ensuite il va y avoir la recherche du coach qui va sembler adapté ou pas à la personne. Alors de plus en plus, ça se fait, Dieu merci, c'est qu'on donne au coaché le choix de choisir entre 2 ou 3 coachs, ce qui me semble être une très très bonne idée. Et donc là, on a un premier contact, je vais dire un peu informel, où on essaye d'écouter la personne, on se présente, on essaye de dire quelle sera un peu la démarche, on l'écoute sur son besoin, et puis on voit si le courant passe, s'il y a un travail collaboratif possible, et c'est le coaché qui doit choisir son coach, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que le prescripteur a une liste de une liste de coachs potentiels, et ensuite, ça me paraît absolument essentiel que la personne qui va être coachée puisse dire « j'ai envie de travailler avec cette personne, avec cette coach, avec ce coach ». Donc ensuite, on a la tripartite, comme je l'avais indiqué. Avant la tripartite, le coach essaye de faire une synthèse de ce qu'il a compris, de ce qu'elle a compris, de la problématique, du contexte et de les axes de travail potentiels. Ce sont des axes de travail vraiment potentiels. En général, on essaye de sortir 2-3 axes de travail.
Et puis, donc, on va avoir la tripartite qui va les affiner un tout petit peu. Et puis après ça, on démarre les séances. Alors, un coaching, mon expérience en tout cas d'un coaching, faire un coaching à moins de 6 séances, ça me semble être un peu une fumisterie, quoi. C'est un peu une blague. On ne peut pas travailler en profondeur moins de 6 séances, me semble-t-il. Et souvent, mon expérience, c'est que viser quelque chose qui soit autour de 8, 10 séances, c'est idéal. C'est vraiment idéal. Parfois, on a des demandes pour aller un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez faire 2 séances de plus? On arrive à 12 séances, quelque chose comme ça. Et là, je pense que c'est le moment d'arrêter et de laisser le coaché s'envoler, quoi, hein, et faire son expérience et mettre en œuvre les acquis. Donc, pour revenir aux séances, on commence au début par avoir des séances. Alors moi, en général, je pratique des séances de 1h30 à 2 heures. Moins d'une heure, c'est vraiment très court. Et puis, au début, on fait des séances relativement serrées pour démarrer quelque chose, pour qu'il y ait un espèce d'influx, une énergie. Et on va faire des séances qui vont être espacées d'une semaine, 10 jours. Et puis ensuite, on va commencer à ouvrir un peu. On va faire ça tous les 15 jours. Et puis à la fin, on va même espacer 3 semaines, 4 semaines. En tout cas, c'est par expérience ce qui me paraît pertinent, que ce soit en tant que prescripteur ou en tant que coach. Et puis à la fin, on fait un pré-bilan avec le coaché, à la fin du coaching, entre coach et coaché. Et on va préparer la tripartite de fin. Alors la tripartite de fin, parfois c'est très sérieux, c'est très utile, c'est très intéressant. Et parfois, c'est vraiment une blague. On a parfois des soucis déontologiques parce qu'on a les entreprises qui nous demandent, même pendant les coachings, qui nous appellent parfois pour dire est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe alors le coaching? Ben, en fait, non, je ne peux pas te dire, je ne peux pas vous dire, cher prescripteur, et pourtant vous dépensez beaucoup d'argent. Vous mettez sur la table 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros en fonction de la seniorité du coach. Et non, je ne peux pas vous dire en fait. La seule chose que je puisse vous dire en tant que coach déontologiquement, c'est qu'on avance et on avance bien avec la personne que vous nous avez confiée, si je puis dire. Mais voilà, donc la déontologie du coach fait qu'on ne peut absolument rien dire du contenu de ce coaching. Et donc, on prépare le coaché. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de restituer? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le parcours que tu as fait dans ce coaching? Qu'est-ce que tu as retenu d'essentiel? Quelle découverte est-ce que tu as envie de partager? Parce que toutes les découvertes, tu n'as pas forcément envie de les partager. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Et quels sont les shifts de comportement ou les choses que tu as envie d'expérimenter et que tu serais OK de partager avec ton prescripteur? Enfin, avec ton employeur, en fait. C'est ton employeur. Voilà. Donc, il y a la tripartite de fin. Et puis, de temps en temps, on se fait rappeler par une personne qui veut peut-être faire une longe, si vous me permettez l'expression, pour faire peut-être 2 séances supplémentaires. Voilà. Mais il est très important de pouvoir démarrer un coaching, de savoir démarrer bien un coaching, de savoir le terminer. Et ensuite, de laisser le coaché s'envoler. Voilà. C'est beau. Donc, en gros, moi, ce que je retiens, donc, c'est tu as au début le test du fit avec le choix entre plusieurs coachs, le test du fit entre le coach sélectionné et le coaché. Après, tu as la tripartite ou même parfois la quadripartite pour définir les axes de travail. Et ensuite, tu as 8, 10 séances. Ça peut être moins, ça peut être un peu moins. Ça peut être 6, c'est OK. Enfin, tu vois, ouais, je parle du truc type, quoi, entre 6 et 10, mettons, qui vont durer entre 1h30 et 2 heures. Au début, qui vont être les premières toutes les semaines, toutes les 10 jours, puis après toutes les 2-3 semaines, et puis et de plus en plus espacées pour laisser de plus en plus de temps. Et jusqu'à ensuite, une fois qu'on a fini toutes ces séances, la tripartite ou quadripartite de fin, où là, il faut laisser le coaché s'envoler et faire. Et sans briser la déontologie du coach, que le coaché puisse partager de lui-même ce qu'il a envie de partager sur les axes de travail, quoi. C'est ça. Donc, nous, on reste très silencieux pendant les tripartites de fin. Hein. Ça, c'est clair. Il y a Aurélie qui nous dit, tout à fait d'accord, il y a Aurélie qui nous dit, on peut faire des coachings un peu plus courts. Effectivement, c'est possible sur certaines situations bien spécifiques. Et oui, Aurélie, tu as complètement raison, chaque situation est différente et les formats peuvent s'adapter, à condition d'être clair sur l'objectif. Donc, ce que je dis, ce n'est pas de la science. Hein. C'est évidemment, des choses sont possibles en moins de 6 séances, mais si on souhaite faire un travail vraiment en profondeur, on ne peut pas vendre, on ne peut pas dire je vais faire un travail vraiment en profondeur avec la personne que vous nous confiez en coaching en 3 séances, 4 séances. C'est un mensonge, c'est pas vrai. On pourra traiter un sujet, on pourra traiter 2 sujets, on pourra peut-être aider une personne à
c'est ce qu'on appelle les coachings un peu de déblocage ou de résolution de problèmes. Ça arrive. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais on peut avoir des interventions beaucoup plus courtes pour résoudre des questions ou des problèmes qui se présentent au coaché. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'en tirant sur le fil, on tombe sur d'autres sujets qui sont des sujets beaucoup plus profonds. Et les problématiques qui nous ont été présentées ne sont que des illustrations de racines beaucoup plus profondes. Excellent. Et ce déroulé d'un coaching type, je reprends mon fil. Si maintenant, il faut parler un peu pépette parce qu'après, on va parler quand même de ROI et de rentabilité, comment on trouve du coaching quand même. À un moment, les prescripteurs, ils veulent en avoir pour leur argent. C'est quoi le budget d'un coaching déjà classique, d'un coaching type comme ça? Alors, la fourchette est assez large. Alors, d'abord, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les pratiques du marché. Sur le marché du coaching, il y a des pratiques tarifaires extrêmement variées. Mais ce qu'on peut dire je parle bien du coaching en entreprise et je ne parle pas du coaching particulier. Puis il y a aussi les coachings de particuliers. Un certain nombre de mes confrères et consoeurs font ça et c'est une activité extrêmement intéressante et riche, je trouve, du coaching de particulier. Sur les coachings en entreprise, on est en train de parler de budgets qui vont être à partir de 4 000 € si on fait un coaching un peu complet, 4 000 €, 5 000 €, et puis ensuite, ça s'envole. Moi, quand j'étais prescripteur, il y avait parfois des estimations de coûts pour un coaching. Quand on avait un coach qui avait un peu pignon sur rue, qui était un peu senior, réputé, le budget pouvait monter jusqu'à 10 000 € et même dépasser 10 000 € parfois. Et quand on ramène ça à l'investissement formation, au développement sur une personne, alors quand on est dans des grands groupes, on peut se dire, bon, ok, ça passe, on va être quelques happy few à bénéficier de ce type de coaching. Quand on ramène ça à des entreprises plus petites, avec des budgets formation beaucoup plus modestes, dans quelle mesure est-ce que c'est ok de dépenser pour chaque personne 8 000 €, 6 000 € pour 4-5 personnes et le reste de l'organisation se retrouve avec, je ne sais pas, 2/3 du budget formation qui lui reste et avec ça, on doit développer plusieurs centaines de personnes, quoi. Ouais. Donc, c'est un investissement qui est assez fort et par rapport à notamment la remarque d'Olivia là, sur le comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un coaching est un bon investissement. On va peut-être en parler un peu après, mais Ouais. c'est justement toute la question. C'est cher le coaching et je trouve que c'est normal que ce soit cher parce que c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire et le coaching peut être transformationnel. Maintenant, il n'y a pas assez de monde en entreprise qui ont accès au coaching. C'est un des grands problèmes et c'est une des grandes frustrations que j'avais en tant que prescripteur quand j'étais DRH, quand j'étais au learning. Souvent, il y a une ligne d'ailleurs, une ligne dans les budgets learning et training, c'est le budget coaching. Et quand on fait le bilan de l'année, on a, même dans des grands groupes, on a quelques dizaines de personnes qui peuvent suivre un coaching. Ramener à l'effectif global, c'est très petit. Alors, il y a l'objection qu'on peut faire qui est de dire oui, mais si on coach les gens tout en haut de la pyramide, après, ça va ruisseler. C'est-à-dire que si on a des dirigeants qui sont coachés, ça peut avoir beaucoup d'impact dans l'organisation et c'est vrai. Mm. Maintenant, la question presque éthique, c'est dans quelle mesure est-ce que le coaching devrait être réservé aux dirigeants? Et avec ça, moi, j'ai un énorme problème. En tout cas, je n'ai pas un problème, mais je trouve que c'est une perte d'opportunité terrible parce que le coaching peut être tellement génial quand on est notamment plus en début de carrière. Ouais. Pourquoi attendre d'être en haut de la pyramide pour être coaché? Parfois, on a déjà fait des dégâts, c'est trop tard, puis on a des défauts qui sont tellement ancrés qu'aller faire changer quelqu'un qui est tout en haut de la pyramide et qui parfois pense je suis là-haut parce que je le vaux bien. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, là, Donc, sur le budget, est-ce que j'ai répondu à ta question, Raphaël, sur la dépense, le budget on n'a pas parlé trop ouais, du ROI, mais. non, mais tu as donné les. Déjà, je voulais avoir un peu au début le coaching type et combien ça coûte à peu près. Donc, ça on est bon. Maintenant, tu as parlé de différents types de coaching. Donc, je voulais en parler avec toi. C'est quoi? Quand est-ce qu'il faut faire un coaching? Parce que tu as des demandes saugrenues auxquelles tu ne veux pas répondre. Tu en as auxquelles là, ça devient intéressant de répondre. Donc, déjà, ce que tu vas nous donner, ça va être déjà des situations dans lesquelles, a priori, faire un coaching serait plutôt rentable et d'autres, pas très rentable, j'imagine. Mais en gros, voilà, c'est quoi les différentes
situations dans lesquelles on t'a demandé des coachings et quand est-ce que c'est adapté et quand est-ce que ça l'est pas? Alors, on pourrait faire toute une liste, hein, une liste presque de 15 à 20 situations dans lesquelles un coaching pourrait se faire. On pourrait citer des exemples plus à la marge, qui est préparer un départ à la retraite d'un collaborateur. On peut être coaché pour ça, pour que ça se passe bien, pour que la transmission se passe bien, pour que l'héritage soit là, pour qu'il en reste quelque chose, pour que la personne vive bien son départ de l'organisation. Ça, c'est un exemple très, très pointu. Il y a toute la série des coachings qui sont demandés pour aider un collaborateur à améliorer un aspect de ses compétences. Et souvent, évidemment, pour le coaching, on va être sur du soft skills. Donc, on a typiquement des demandes qui vont être on a besoin de faire coacher cette personne-là pour qu'elle améliore sa communication. Donc, ça, c'est très typique. Et alors, la communication, mais c'est tellement large. Et quel type de communication, dans quelle situation, et c'est quoi la question, et est-ce qu'il y a un problème, en fait? Il n'y a pas forcément besoin de problème, mais... Donc, ça, c'est des demandes qu'on a souvent. On peut avoir des coachings. Alors, les coachings qui me semblent extrêmement pertinents, c'est quand on a des personnes qui changent complètement d'enjeu professionnel, qui vont changer de job, qui vont changer de périmètre, qui vont connaître une promotion, qui vont devenir manager ou manager beaucoup plus senior ou dirigeant. Et là, comment est-ce qu'on peut les aider pour changer de braquet, en fait, pour changer de posture? Parce qu'évidemment, quand on devient leader par rapport à des postes précédents qu'on occupait, si on commence à faire la même chose quand on est leader ou dirigeant que quand on était manager, ça va être un peu triste pour les équipes et pas très efficace. Donc, on est là pour aider les personnes promues, les managers, les leaders, les futurs dirigeants peut-être à avoir le bon niveau d'intervention et la bonne posture. Donc, il y a une liste extrêmement importante de coaching, de sujets de coaching possibles. Maintenant, tu me poses la question, quand faire un coaching? Pour moi, ce qui me semble vraiment très adapté et le meilleur investissement possible, c'est quand on a un changement majeur dans l'environnement professionnel qui est celui du collaborateur, donc un changement de métier, un changement de braquet, de périmètre, un changement d'organisation, et qui fait qu'on se retrouve du jour au lendemain avec des équipes venant de 2 sociétés différentes. Donc, il y a les aspects aussi culturels. Quand je suis promu, je rentre dans un comité de direction. Je n'ai jamais été dans un codir avant. Il y a un peu les codes à comprendre, de la posture. Voilà. Donc, quand il y a un changement important dans mon environnement, ça, je trouve que ce sont là où les coachings peuvent être extrêmement efficaces, extrêmement puissants. Et puis, mon dada, c'est le coaching de talent, qu'on ne pratique, à mon avis, pas assez dans les entreprises. On a tendance, historiquement, en tout cas, comme je suis assez vieux, je peux me permettre de dire ça. À l'époque, coaching, c'est on résout un problème. Et puis, je caricature un peu, mais ça a évolué heureusement vers des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus positives, beaucoup plus intéressantes et utiles. Le coaching de talent, c'est aider quelqu'un à accélérer les talents qui sont les siens, parfois à réduire les points de progrès, mais donc c'est accompagner les talents. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner un talent, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un sur lequel on va miser pour l'avenir, avec tout le risque que l'on connaît, surtout aujourd'hui, que la personne parte et ne reste pas dans son organisation. Encore une fois, je disais souvent, la meilleure façon de retenir les bons, c'est de tout faire pour qu'ils partent. Et donc, de tout faire en matière de développement pour leur donner envie de rester. Reste ici parce que nous sommes une entreprise où on va te développer. Et on va te développer comme nulle part ailleurs. C'est ça un peu qu'il faut essayer. Quand quelqu'un a peut-être envie de partir, et aujourd'hui on a tellement de flexibilité, de mobilité, des gens qui veulent changer de job plus souvent qu'avant, avoir recours à ce genre d'initiative pour des talents, c'est leur envoyer un message incroyable, de dire on mise sur toi, on compte sur toi, et on va te proposer quelque chose qui va être un accélérateur en fait, et qui va t'aider à libérer une grande partie du potentiel qu'on a détecté chez toi, ou même une partie qu'on ne soupçonne pas encore chez toi, mais voilà. Donc, je dirais en résumé, les coachings de forte transition et les coachings de développement de talent pour aider les personnes à prendre parfois conscience de leur potentiel énorme, qui est parfois enfoui, sous-estimé,
inconnus parfois. Et c'est là où on peut avoir des coachings absolument incroyables, où on a des gens qui prennent conscience de cette capacité qu'ils ou elles ont pour aller plus loin, pour faire autre chose, pour se développer. Ouais. Donc là où les coachings où c'est parfaitement adapté, donc je retiens grand changement d'environnement, de situation professionnelle. Je suis promu directeur, je reçois un comité de direction, voilà. Et coaching de développement de talent. Et De mon après, point de vue, oui. de ton point de vue, de ton De point de mon vue. point de vue. Ouais, et là, c'est pour avoir ton témoignage et ton point de vue. Et ensuite, là où c'est pas adapté, tout à l'heure, tu as évoqué notamment les coachings de résolution de problèmes managériaux. Il y a même une question d'Olivia là-dessus, je peux la partager, j'en profite. Pourquoi précisément le coaching, ça ne devrait pas être utilisé pour accompagner les managers qui ont des lacunes dans leurs gestes managériaux? Oui, ouais, c'est une Ouais, super question. Merci voilà. beaucoup pour cette question. C'est une super question, Olivia. Parce que d'abord, c'est la responsabilité de leur manager. Là, on commence à rentrer dans des zones de turbulence et des zones de problème. C'est quand le coaching se substitue, le coach, donc le coaching et donc le coach se substitue au manager. Et donc, quand on va avoir ce genre de demande, on peut intervenir, mais d'abord, on va demander qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui a été tenté. Il y a des fois, on a des demandes de coaching que j'ai reçues, on n'avait même pas adressé le sujet avec la personne. On n'osait pas lui dire que la personne avait un problème de collaboration, par exemple. Incroyable. Donc c'est ça, on ne doit pas se substituer au management. Ensuite, on peut venir compléter l'action de développement, l'action consistant à réduire un point de progrès. Effectivement, ça peut être très pertinent de venir, une fois que la personne a pris conscience et qu'il y a une volonté de sa part de vouloir changer sur ce sujet, c'est ça aussi qui est très important, c'est l'appétit du coaché à changer, parce que vous ne pouvez pas sur ces sujets-là, c'est ça le grand problème des coachings à problème, c'est que vous ne pouvez pas coacher quelqu'un contre son gré. Vous ne pouvez pas évidemment coacher quelqu'un sur un sujet sur lequel il ou elle n'est pas d'accord, n'achète pas. Et donc, c'est pour ça que le coaching ne devrait pas aller sur ces sujets-là, ou en tout cas, on doit bien vérifier avant qu'est-ce qui a été engagé, qu'est-ce qui a été communiqué, qu'est-ce qui a été fait. Et ensuite, oui, on peut venir en relais, à condition que la personne est volontaire pour le faire, qu'elle a l'appétit pour le faire. Et donc, on va développer même toute une série de techniques, mais ça, les coachs qui sont en ligne, qui sont en ligne, vous le savez très, très bien, chers consoeurs et chers confrères, c'est qu'on développe des techniques pour faire en sorte de rendre responsable le futur coaché ou le coaché. C'est-à-dire, on ne relance pas, par exemple. On va faire en sorte, quand on a notamment des coachings dits à problème, on va laisser ses coordonnées, on va attendre que le coaché nous appelle. Et on ne va pas relancer. Donc, on a la question là de Karine. Prendre le coach pour un émissaire. Et qu'est-ce qu'on répond quand tu as ce type de demande? Le coach, c'est pas facile économiquement. Comme je le disais, être coach économiquement n'est pas toujours facile pour tout le monde sur le marché. Il faut savoir dire non à certaines demandes de coaching. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai la prétention ou l'ambition, en tout cas, de dire que je dis non à certaines demandes de coaching. Et notamment si le terrain n'a pas été balisé sur ces sujets des problématiques de management, par exemple. Ok. Et Et Morgane, pardon, je rebondis sur ce que Morgane dit. Complètement d'accord avec toi, Morgane. Si l'adhésion du coaching n'est pas travaillée, rien ne sortira du coaching. Absolument. ouais, Absolument. ouais, C'est un super point. Ok. Maintenant qu'on a vu les différents types de coaching, là, quand est-ce que tu, en tant que coach, tu acceptes ou pas, quand est-ce que c'est adapté de faire un coaching ou pas, ou même en tant que prescripteur d'ailleurs, quand est-ce que c'est adapté Oui, ou pas de répondre à la demande oui. de la personne qui fait une demande L'opérationnel, de par coaching, exemple, quoi. du manager, oui. Ouais, voilà. Maintenant, on se remet dans la peau de prescripteur. C'est quoi, quels sont les angles morts que tu as pu détecter, les angles morts du coaching? Je ne sais pas si c'est très clair comme question, mais si tu vois un peu ce que je veux dire, c'est quoi les Oui. trucs que tu peux. Ouais, je te laisse prendre la Alors, parole. les angles morts, alors c'est une question qui est touchy, mais qui est intéressante. Les angles morts du coaching, alors si je me place du point de vue en tout cas du prescripteur,
et l'investissement qui est mis dans un coaching, c'est qu'il y a une espèce de... C'est un peu comme une boîte noire et qui est nécessaire pour des questions déontologiques et de confidentialité, mais on ne sait pas ce qui se passe dans un coaching. Alors, il y a des coachs qui décrivent un peu les quelques outils qu'ils vont utiliser, le parcours qu'ils vont proposer aux coachés. On sait un certain nombre d'éléments. Et après, on a souvent, quand j'étais prescripteur, c'était les coachs disaient « Ah, mais chaque cas est différent. Moi, vous savez, je n'ai pas de recette miracle. Je m'adapte au coaché », ce qui est une excellente réponse. On doit complètement s'adapter à la situation. On doit d'abord se mettre dans une posture de coach, une posture d'écoute. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et entre le début, la tripartite de début et la tripartite de fin, en fait, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en tant que prescripteur. En tant que le manager du coaché, le leader du coaché, il y en a parfois qui nous appellent, comme je disais, pour essayer d'en savoir plus et on ne peut pas leur dire. Et donc, on investit pas mal de temps, pas mal d'argent et on ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe. Et simplement, on est dans l'espoir qu'on va voir, en tant que prescripteur, un changement dans le comportement et dans les pratiques de la personne. Du point de vue égoïste du prescripteur, c'est normal. Du point de vue du coaché, l'histoire peut être un peu différente parce que pendant ce coaching, je peux être tombé sur des sujets qui sont des surprises ou des découvertes incroyables et je vais commencer à rentrer dedans avec le coach. Et donc, on a ce paradoxe du coaching, c'est qu'on se met d'accord sur des objectifs, on se laisse ensuite porter par le coaché et les souhaits et les sujets qu'on identifie et les portes qu'on ouvre, les fenêtres qu'on ouvre, les cailloux qu'on arrive à retourner. Et parfois, ces découvertes nous emmènent vers un ailleurs, vers autre chose, qui n'était pas forcément dans le contrat du début. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait dans ce coaching? Je ne peux pas trop vous en parler. Moi, je ne peux pas du tout vous en parler. Et si le coaché ne veut pas en parler, c'est un peu mystérieux, non, le coaching? C'est un peu un côté, un peu boîte noire, etc. Or, mon expérience des deux côtés montre que si chaque situation de coaching est différente, évidemment, parce que chaque personne est différente, il n'y a pas un coaching qui se ressemble, il y a quand même ce que moi j'appelle un peu les incontournables du coaching. Il y a quand même, à un moment donné, si on ne travaille pas sur la meilleure connaissance de soi-même du coaché, est-ce qu'on a fait un bon travail en tant que coach? Alors, on va me dire peut-être sur certains types de coaching très spécifiques, on ne va pas le faire. OK. Mais il y a quand même beaucoup de coachs de coaching, où il est indispensable d'aider le coaché à avoir une meilleure connaissance de soi-même. Pour des tas de raisons. Je ne sais pas si on a le temps de les citer, mais notamment comprendre pourquoi je réagis comme ça dans certaines situations, pour comprendre pourquoi j'en suis où j'en suis dans mes difficultés parfois de collaboration, de communication avec d'autres personnes. Pourquoi je n'arrive pas à échanger et à casser la glace avec mon manager, avec mon leader? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est lui ou elle le problème? Et donc, il me semble, cet incontournable qui est la connaissance, une meilleure connaissance de soi, que le coaché doit pouvoir accompagner la personne, le coach doit pouvoir accompagner la personne dans cette exploration-là. Et puis, il me semble ensuite qu'il y a un deuxième thème incontournable quasiment de tous les coachings, c'est moi, le coaché, avec comment j'interagis avec mon environnement, comment j'interagis avec mon écosystème, comment je suis à l'aise dans quel type de relation. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance ou pas? Et si oui, pourquoi? On a tous besoin de reconnaissance, mais plus ou moins. Et manifester comment? Et comment j'arrive à développer des relations efficaces avec les gens? Y compris les gens avec lesquels je ne partage pas forcément les mêmes croyances, les mêmes valeurs ou les mêmes façons de travailler. Et donc, ces deux sujets-là, la meilleure connaissance de soi-même et comment j'interagis avec mon écosystème, j'ai envie de dire, me semblent être des incontournables du coaching que l'on devrait pouvoir dire au prescripteur, quoi qu'il arrive, on va traiter ces deux sujets-là. Et c'est, à ma connaissance, pas le cas. C'est pas le cas. Alors, ça pose parfois des questions déontologiques dans certaines situations, quand notamment le prescripteur souhaite qu'on aborde tel et tel sujet, et ça fournit un cadre un peu rigide au coaching. Et le coaching, c'est tout sauf la rigidité. Le coaching, c'est
c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est la souplesse. Donc voilà, donc ouais, c'est ça un peu. J'imagine que en plus, tu as des, je sais pas comment appeler ça, ou des techniques ou des outils ou des façons de faire, des méthodes, des approches qui vont être régulièrement les mêmes pour ouvrir les portes dont tu parlais. Tu as les mêmes clés, voilà, on peut appeler ça comme ça, des clés pour ouvrir les portes pour mieux se connaître et mieux comprendre comment on interagit avec son environnement. J'imagine qu'il y a des choses que en tant que coach, que tu vas réutiliser. Je ne sais pas si c'est un peu tabou de le dire ou pas, mais avec différents coachés. Alors, tu vas avoir à ta disposition en tant que coach un certain nombre d'outils, de notions, même de courants de pensée que tu vas utiliser et tu ne vas jamais les utiliser de la même façon, au même moment et pour tout le monde. Une fois que j'ai dit ça, oui, tu as raison, il y a des choses qui reviennent très régulièrement et qui sont plutôt efficaces et qui aident les gens à démarrer ce voyage transformationnel, dans la plupart des cas, parce qu'on espère que c'est ça, pour le coaching. Et donc oui, il y a des choses qui reviennent très, très souvent. Alors, il y a un outil qui n'est pas un outil, qui est une posture c'est le métier même de coach, c'est la fondation du métier de coach, c'est le questionnement. Le truc qu'on utilise partout. Donc déjà, il faudrait qu'on le dise plus aux prescripteurs, c'est que je vais passer mon temps, vous allez me payer un peu d'argent pour passer ma vie à poser des questions à votre collaborateur. Alors, Ouais, c'est mais pas une bon, il y a formation, c'est un coaching, quoi. C'est pas une formation. voilà, donc bon, il y a façon et façon de poser des questions. Donc c'est pas un outil, c'est une posture. Le questionnement, être vraiment dans le questionnement tout le temps, euh, et, et aider le coaché à cheminer. C'est un cheminement, le coaching. C'est un voyage qui n'est pas toujours confortable, qui n'est pas facile, qui est parfois même douloureux. Morgan dit c'est un art, complètement d'accord, l'art du questionnement. Ensuite, il y a la notion d'énergie, d'écoute active. Oui, c'est bien ce que tu fais, vas-y, continue, c'est excellent. T'es en train d'entrevoir quelque chose qui a du potentiel pour toi, qui est intéressant pour toi, qui est une ressource, qui est un puits. Non, peut-être que le puits, c'est pas l'image la plus positive, qui est une ressource pour toi. Vas-y. Et donc, dans tous les coachings, il y a cette posture de coach, le questionnement, l'écoute active et le soutien et l'énergie. Quand on fait du coaching, il faut avoir la pêche et il faut transmettre des ondes positives. C'est un moment où on transmet de l'énergie, on transmet du vas-y, tu peux y arriver, tu as en toi des ressources incroyables. Maintenant, une fois que j'ai parlé de ces fondamentaux du coaching, il y a effectivement des outils qui reviennent dans beaucoup de coaching. Pas dans tous, mais qui reviennent dans beaucoup de coaching. Et alors, chacun a maintenant sa potion magique. Hein. Chaque coach a un peu sa potion magique et les outils que j'aime utiliser plus que d'autres. Alors, il y a des outils que je connais, des outils que je ne connais pas en tant que coach. On ne peut pas connaître tous les outils. Tous les outils j'ai envie de dire, de psychologie, de sociologie, les différents courants de pensée, toutes les notions de développement, les outils de développement. C'est presque impossible, peut-être de tous les connaître, mais en tout cas de pouvoir travailler avec, de les maîtriser. Et donc, on a en tant que coach des préférences. On a testé des choses qui ont bien marché. Et il faut faire attention en tant que coach de ne pas vouloir répéter ça, de ne pas être sur cette courbe d'expérience en disant oh, ça a super bien marché dans mon coaching précédent, donc je vais refaire le coup. Je vais refaire le coup de tel outil. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a vraiment, si je pense à des jeunes talents, si j'avais pu découvrir certains des outils que j'ai découverts, même encore ces dernières années et encore récemment, qu'est-ce que ça aurait été bien si je les avais connus plus tôt? Qu'est-ce que ça aurait été bien? Donc, il y a des choses qui sont applicables à beaucoup, en tout cas des outils qui sont applicables à beaucoup, beaucoup de cas de figure. Et c'est d'ailleurs basé sur ce credo-là que je suis venu vous contacter en vous disant est-ce qu'on n'a pas un truc à faire pour les jeunes talents? Parce qu'en fait, il y a des choses qui reviennent. Et au moins pour ces populations-là, qu'on puisse proposer des incontournables, j'ai envie de dire. Même si chaque cas est différent, même si chacun a sa personnalité, même si chaque situation est unique, il y a des choses, des incontournables que l'on peut, me semble-t-il, visiter dans un coaching.
Ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, je vois qu'il est déjà 14h52. En fait, j'ai même pas vu le temps passer tellement je suis captivé par ce que tu nous racontes. Mais donc, il y a quelques questions qu'on n'a pas encore traitées. Donc, je vais les reprendre sur les 5 dernières minutes avec toi, te les partager. Mais on a évoqué un point, c'était, tu es venu nous contacter pour parler de l'innovation, donc l'innovation Faster Coaching. Donc, le constat, c'était de se dire, voilà, un des coachings qui marche bien, c'est quand il y a un changement de carrière, changement de situation, les coachings de développement. Malheureusement, c'est cher de faire des coachings aujourd'hui. Donc, bah, les hauts potentiels, les jeunes potentiels qui deviennent managers, par exemple, ils peuvent pas tous, on peut pas tous les coacher. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour les aider malgré tout, sachant qu'il y a des, des pièces en coaching qu'on va régulièrement explorer sur de la connaissance de soi, sur la relation à son environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais moi, j'ai été vraiment bluffé par le boulot que tu as fait avec Emeline et avec Swad, Amaury et Thibaut. Mais voilà, si tu peux nous dire trois mots dessus, sur le Faster Coaching, puisque tu as été quand même un peu le directeur scientifique de cette innovation qu'on a faite. Mais Scientifique, non, pas scientifique. ouais, je sais pas comment J'avais dire, mais tu as été le cerveau de l'opération, on va dire ça comme ça. j'avais de l'expérience, un peu de réflexion et quelques frustrations, en fait. Et c'est la frustration dont j'ai parlé, de dire: «Mais pourquoi le coaching ne peut pas être plus accessible aux personnes plus jeunes, aux gens qui sont moins hauts dans la hiérarchie?» Et une des raisons, c'est parce que le coaching, c'est cher. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, comment est-ce qu'on peut rendre le coaching plus accessible sans dénaturer le travail du coach? On ne devient pas coach comme ça, c'est difficile de devenir coach. Et donc, il faut valoriser ce travail et en même temps, comment est-ce qu'on rend ça accessible? Et donc, ça faisait des mois que je réfléchissais à ça en disant, mais il faut trouver une solution pour proposer des choses plus accessibles et qui proposent à la fois, le défi, c'était trouver quelque chose qui réponde à la spécificité de chaque cas et en même temps, où on va trouver dans un parcours des incontournables du développement, les incontournables de la connaissance de soi et les incontournables de comment j'interagis avec mon environnement. Et qu'à la suite de ça, on va peut-être réussir à faire émerger des désirs de changement, des désirs d'expérimentation, des désirs de pratiques nouvelles, des nouveaux chemins aussi de carrière et de vie. Et c'est tellement dommage de le faire pour des gens qui ont 15, 20, 25 ans d'expérience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour eux, c'est très bien. Mais il faut aussi le faire pour des gens qui ont 5 ans d'expérience. Et c'était ça, c'était ça en fait, le déclencheur en fait, de cette réflexion. Et donc ce qu'on a fait, avec l'équipe, c'est qu'on a, dans le travail que j'ai fait avec Emeline et ensuite avec vous, en fait, il nous fallait trouver des gens qui soient capables de rendre ça, de rendre cette expérience, qui est une expérience en fait collective, individuelle et collective en même temps. On a eu une question là sur le coaching d'équipe. Je pense que le coaching d'équipe, entre parenthèses, c'est une excellente matière, c'est un excellent sujet qui est très différent du coaching individuel. Et je fais du coaching d'équipe. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est souvent extrêmement, extrêmement utile. Je ferme la parenthèse pour répondre juste à Juliette. Ouais. Et donc, on a imaginé quelque chose qui soit à la fois collectif et individuel. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire en faisant vivre une expérience. Et c'est là où Faster Class, vous avez ce savoir-faire, vous avez ce métier, vous avez, pour faire une expérience, pour faire suivre une expérience qui est presque une expérience d'immersion dans un parcours de développement pour jeunes talents et jeunes managers. Et vous allez y trouver les incontournables de la connaissance de soi et les incontournables de comment j'interagis avec les autres. Et à l'issue de ça, c'est la dernière partie du parcours, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de shifter? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en application? Et à des niveaux extrêmement différents. Ce qui est une des forces, je pense, de ce qu'on a essayé de développer, et c'est les retours qu'on a de nos clients, c'est qu'on arrive à intervenir sur des sujets de nature extrêmement variée. Ça peut être mes communication skills, comme ça peut être mes croyances, mes valeurs, dont je prends conscience. Là, je ne vais pas changer mes valeurs, mais j'en prends conscience. Je prends conscience de mes drivers, je prends conscience de mes croyances limitantes qui m'encombraient depuis des années et des années.
je prends conscience du driver principal qui est le mien depuis que je suis tout petit. Sois parfait, sois parfait. Dépêche-toi, fais plaisir, sois à la hauteur, etc., etc. Et donc, le fait d'avoir conscience de ça, pourquoi attendre d'avoir 45 ans pour prendre conscience de ses croyances limitantes? Zut, quoi. Ce serait bien de le faire plus tôt. Et donc, Ouais. c'était ça le credo. Et donc, c'était un vrai casse-tête et on s'est creusé la tête avec ton équipe, Raphaël, et avec Emeline, et comment restituer le meilleur du coaching sans prétendre que c'est du coaching classique. Le coaching classique va rester. Le coaching classique, il est formidable. Il peut transformer des gens et des leaders. Le problème, c'est que toutes les organisations ne peuvent pas se payer des coachings pour tout le monde. On a des budgets learning, surtout en ce moment, on a des budgets learning qui sont en restriction. Donc, comment est-ce que l'on fait pour très tôt dans la carrière de quelqu'un donner cette opportunité de comprendre mieux comment je fonctionne et de me permettre de mieux progresser, mieux me développer et, in fine, être à la fois plus heureux et plus performant. Donc, c'est gagnant-gagnant pour le prescripteur et pour le coaché, si on a réussi ce qu'on a fait. Trop cool. Alors, j'ai quelques questions encore qui ont popé. Il y a une question de José qui est: bonjour, en comparaison avec l'Allemagne ou d'autres pays proches, comment sais-tu les pratiques de coaching des talents et du middle management en France? Je pense qu'on a quand même déjà pas mal. Et je crois qu'on a eu une réponse d'un de mes Et il y a confrères. Jochen, Ouais, Jochen qui a et qui répondu. a dit Ouais. effectivement, dans d'autres pays, effectivement, c'est beaucoup moins élitiste le coaching et c'est beaucoup plus accessible Ouais. au plus grand nombre. Et c'est formidable et j'espère vraiment qu'avec peut-être des initiatives un peu comme les nôtres, on va réussir à démocratiser un peu le coaching. C'est ça mon rêve, c'est qu'on arrive à démocratiser le coaching et en respectant ce qu'il y a de noble dans le coaching. C'est pas faire du coaching, c'est pour ça, de manière provocante, j'ai mis Philippe Boyer, Faster Coach. Non, c'est pas du coach à la va-vite. Le coaching, c'est noble, c'est difficile, c'est exigeant et c'est formidable. Comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible au plus grand nombre? Il est 15 heures, donc juste avant Oups. que vous nous quittiez, parce que je vais vous laisser dans les temps, soit à partager un lien, partagez-nous votre avis sur ce truc, sur ce webinaire Parole d'expert. Ça nous aide pour préparer les autres webinaires, etc. Et donc merci beaucoup pour ceux qui prendront 30 secondes pour répondre au formulaire. Et Philippe, tant qu'on est encore là, vite fait, des petites questions, si tu peux répondre en 30 secondes, ce qui te vient par la tête. Première chose, il y avait, attends, je retrouve la question. Voilà, c'est comment faire pour trouver le coach qui va nous convenir? Est-ce que tu as des critères que tu vérifies quand tu étais prescripteur ou en tant que. Voilà, est-ce que tu avais des trucs qui te venaient ou c'est juste le fit humain comme tu le sens? Oui, c'est d'abord, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que je me vois aborder peut-être des sujets qui vont parfois être intimes? Alors, attention, on n'est pas psy, donc il faut savoir s'arrêter. Tu m'as demandé de répondre en 30 secondes, donc je vais essayer d'accélérer. Donc, est-ce que le courant passe ou pas? Et est-ce que je me vois travailler avec cette personne qui a la posture qu'il faut, c'est-à-dire qui n'est pas envahissante, qui est au bon niveau, qui a la bonne posture et la bonne écoute, et qui ne va pas essayer de plaquer sur moi des solutions toutes faites. Je crois que c'est ça pour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut briller ou est-ce que j'ai quelqu'un qui est plus dans l'humilité, dans l'écoute? Ok. Je crois que c'est ça les questions fondamentales en 30 secondes. Et encore en 30 secondes, il faut qu'on traite une question de Johan parce que nous a aidé à répondre à la question. Donc lui qui en a une, c'est cool si on répond à la sienne. C'est: est-ce qu'un coaching ne pourrait pas servir à aider un manager qui n'est pas dans un environnement qui lui convient et de se séparer Absolument. avec respect et conscience? Ah, Jochen, j'adore la question. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes que l'on coach ou que l'on pourrait coacher qui sont des personnes formidables, qui ne sont pas au bon endroit. Et parfois, ce n'est pas du tout de leur fait. Dans les trainings que l'on fait, et là on n'est plus sur le training, mais on dit une personne qui est performante en soi, ça n'existe pas. Une personne qui a du talent en soi, c'est toujours ramené à un contexte dans lequel on se sent bien ou pas. Et donc un coaching qui permettrait à quelqu'un de changer d'environnement pour essayer de lui redonner un second souffle, oui, je pense que ça peut être formidable et ça pourrait servir à ça. Et ça sert parfois à ça. Et c'est tant mieux. Ça veut pas dire donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'orienter vers une sortie pour cette personne-là. Et dernier point, là, je vois Olivia qui doit y aller. Donc,
hop, je partage quand même son message qui nous dit merci. Si vous avez plus d'insights sur l'impact et le ROI du coaching, ça serait superbe. Donc, est-ce que donc tu pourrais refaire un micro-focus sur, et après on se quitte, sur comment tu mesures l'impact entre, il y a sûrement déjà le tripartite de début, tripartite de fin, ou quadripartite et Ouais, de ouais. ça. Et après, est-ce qu'avec le faster coaching, tu as remarqué aussi, tu peux partager un peu ce qu'on a mis en place pour mesurer l'impact, les dash. Et oui, justement, c'était un des. Ouais, ouais. Merci pour la question, Olivia. C'était vraiment dans le cœur de nos réflexions, c'est comment commencer à introduire une notion de ROI, parce que le ROI, c'est un gros mot quand on fait du coaching. C'est vraiment un gros mot. ROI, quelle horreur. Et pourtant, le prescripteur, il met de l'argent, et qu'est-ce qu'il a en retour? C'est très incertain. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour commencer à mettre en place du ROI? C'est se donner un temps après la fin du coaching pour voir si la personne se met en mouvement, si la personne a envie et essaye de changer certaines de ses pratiques, si la personne expérimente de nouvelles choses, si la personne vient en disant je sors d'un parcours de coaching ou un parcours de développement et il y a des choses que je vais essayer de changer dans ma façon de faire, etc. Et je vous demande peut-être de la bienveillance ou du soutien ou du feedback. Donc le ROI serait possible, et c'est ce qu'on a fait avec ce projet passionnant sur lequel on a travaillé. On s'est posé la question, quel ROI est-ce que l'on peut mettre? Et ce que l'on a mis, en fait, c'est permettre au coaché de revenir vers le prescripteur de son plein gré et de dire, sur toute une série de sujets qu'on a préqualifiés, voici ce que j'ai envie de faire bouger, voici ce que j'ai envie d'expérimenter et voici ce que je veux changer. Et ça, pour moi, c'est le meilleur ROI qui soit. Il y en a un qui est peut-être encore au-dessus, c'est le ROI de talent. Quand on coach des talents, le ROI qu'on pourrait se donner, c'est que le turnover de ces talents va baisser. Et que si on arrive à faire coacher plus de talents, on va leur donner envie de rester. Et ça, pour un prescripteur, c'est un incroyable ROI, puisqu'on sait que c'est tellement coûteux de recruter et de garder des gens. Excellent. Et on a un message d'un autre Philippe, parce que j'imagine que ce n'était pas toi, tu étais en train de parler, mais qui nous dit Non, c'est pas moi. le manager peut créer les conditions de motivation et le bon environnement pour favoriser la performance individuelle ou collective. Je pense que c'est Absolument. une. Et donc, Philippe, le coaching, évidemment, dans mes propos, le coaching ne se substitue pas au management. Et les managers, il est absolument là pour pas motiver les gens, c'est impossible, mais créer les conditions de la motivation et le bon environnement pour favoriser la performance. Totalement d'accord avec toi, Philippe. Le coaching peut venir là comme un booster, comme un accélérateur. Et l'autre petit sujet qu'il y a quand même, Philippe, comme tu le sais, tous les managers ne créent pas les conditions de la motivation et du bon environnement pour favoriser la performance individuelle ou collective. Ça se saurait. Et on en sait quelque chose parce qu'on forme aussi plein de managers qui ont du mal à créer ces conditions-là. Et donc, le coaching peut être là pour aider des talents qui ne bénéficient pas forcément du meilleur manager du monde au moment où ils sont dans l'entreprise. Sur ces belles paroles, il est 15h05. Je vais devoir couper le webinaire. Philippe, j'aurais pu te laisser parler encore 2 heures tellement c'est passionnant. J'adore t'écouter. Merci pour le temps que tu nous as offert. Avec plaisir. Et merci à toutes et tous pour les questions. Et j'aurais aimé réagir à toutes. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu, mais j'espère que ça vous a donné en fait des pistes ça vous a donné des pistes de réflexion et qu'on a réussi à vous transmettre un peu de la passion qui est la nôtre pour ce beau métier de développement et de coaching. Voilà, donc quand vous partez, répondez s'il vous plaît au formulaire de feedback, c'est important pour nous. Je vous fais une petite annonce aussi, on a un prochain parole d'expert dans 1 mois sur le sujet du feedback justement, donc ça peut vous intéresser. C'est le même format, 1 heure. Et dernière chose, si vous voulez en savoir plus sur le Faster Coaching qu'on a créé avec Philippe, ici présent, contactez-nous, on sera ravis de vous répondre. On va mettre un replay du webinaire et un petit récap de tous les points qu'on a évoqués. On va faire un article récap, on va vous partager ça suite au webinaire par email, parce qu'on a vos emails grâce aux inscriptions. Bon après-midi à tous, c'était Merci, un vrai plaisir. Au revoir à Bye. tous.